Cette vidéo est la quatrième partie d'une vidéo beaucoup plus longue qui a été découpée afin d'être rendue plus digeste. Je vous encourage donc à aller vraiment checker les vidéos d'avant ou sinon directement d'aller voir la vidéo au complet. Bon visionnage. Les new types, donc ça c'est un concept supplémentaire. New type littéralement nouveau type. Donc les constraints, comme on a pu voir, ça permet d'identifier et de pouvoir typer correctement des contraintes liées à l'exécution. Le new type, lui, il a une petite nuance supplémentaire, il vient apporter un nouveau nom et créer finalement un nouveau type. Donc, toujours dans le domaine C, je vais créer par exemple const user email, encore lui, est égal c.create new type, tac. Du coup, ici, on va l'appeler user email. Ici, on va utiliser une primitive, mais en fait, on peut utiliser également, je vous montrerai tout à l'heure, mais on peut utiliser également des data parsers directement pour structurer des choses plus complexes. Mais ici, je vais mettre string, ce qui suffit largement. String, et dedans, je vais rajouter, du coup, c'est un user email, la contrainte c.email. Donc ici, je peux rajouter une contrainte c.email, je peux rajouter un set de contraintes. Donc content, j'aurais pu l'ajouter ici, par exemple. Et par exemple, là, je vais redéclarer ça. Tac, alors, on va y venir. Type user email est égal c.getNewType, type of user email. Donc là j'obtiens le new type de la même manière qu'avant j'obtenais la contrainte. Donc ça je peux utiliser ça dans mes fonctions, je peux dire ok j'attends un user email. On va créer un autre type qui va s'appeler cette fois-ci user name. Donc là user name, tac, user name, il m'embête, tac, voilà. Donc là de la même manière j'obtiens encore une fois ce username ici avec la contrainte email, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous ce qu'on va vouloir ici c'est des contraintes min-max parce que email c'est un username. Donc ici on va faire un c string max de par exemple 35 et ici un c.stringmin de 5. Donc là notre username il possède deux contraintes, donc on le voit dans la génération du type, ici il a la contrainte stringmax et la contrainte stringmin 5 et les deux types string, et donc il possède ces deux contraintes présentes ici, et donc il sera éligible à des fonctions qui exigent ces contraintes ou alors qui exigent tout simplement un username. J'ai juste créé par exemple un petit, pour illustrer quand même un petit peu plus les new types. Imaginons un truc qui s'appelle un new type qui s'appelait voilà, c.create new type. Tac. Ici, on va l'appeler tac. Pareil, subscription. Et cette fois-ci, on va pas lui passer une primitive, on va lui passer directement quelque chose qui peut représenter notre schéma. Object, tac. Imaginons une subscription, du coup, on a from dpe.date et là to dpe.date. Et donc de cette manière-là, j'ai pu créer encore une fois un nouveau type qui s'appelle subscription, mais cette fois-ci pas à partir d'une primitive, mais à partir du coup d'un objet directement, enfin d'un data parser, ce qui me permet d'avoir des types composés dans mes new types. Donc ici on ferait un type subscription de la même manière que le reste, c.getNewType, type of subscription. Et là du coup on réobtient ici notre new type, le nom subscription, et ici présent la valeur qu'il peut avoir. Et donc derrière, qu'est-ce que ça donne si on devait redéclarer encore une fois une fonction? Bon, super job, cette fois-ci on va avoir encore notre function, cette fois-ci send email. Ici on va redéclarer des params, encore une fois, email, ici on va attendre non pas un user email par exemple, mais un c.email, parce qu'en fait on envoie un email, pas de souci là-dessus, et ensuite ici on attend pareil notre content, alors je vais le récupérer d'avant, donc je le récupère d'avant, je le redéclare ici, donc là c'est juste une contrainte, hein, on s'en fiche un peu, c'est pas forcément un type métier, content, et du coup ici, alors je précise oui, mais la lib du Polo.js fournit plein de contraintes, n'hésitez pas à aller checker la doc, pour les nombres, il y a plein de contraintes pour les strings, il y a plein de contraintes pour... il y avait aussi des sets de contraintes, enfin bref, il y a quelques petits trucs, n'hésitez pas à les checker. Donc là, hop, j'attends mon content. Alors, du coup, ici, on va retrouver encore une fois notre... imaginons que on va pas avoir un promise de void, on va avoir un promise de... on va avoir un write, on importe encore une fois, write, ici on va avoir email.send, ou sinon on va avoir un e.left, et on va avoir email.send. Voilà, nous on a une... Voilà, j'ai une petite... habitude de créer des espèces de code erreur identifiables où en gros il y a plein de keywords à l'intérieur parce que l'important c'est de pouvoir les identifier dans le typage et de pouvoir les traiter, et après les vrais messages d'erreur vous les traitez aux endroits les plus propices pour ça, par exemple dans votre protocole HTTP ou dans votre couche HTTP ou dans la couche de la console, là vous interprétez vraiment les erreurs et vous donnez les messages avec, ce qui permet du coup d'avoir parce que du coup ce code là peut être traduit alors que le message d'erreur lui-même si vous l'aviez mis directement, lui ne peut pas être traduit. Alors du coup on a notre send email, là on a le même problème, il nous faut notre subscription, il nous faut le content, l'email, toutes ces choses là. Donc on va refaire la même chose,
qu'avant, const result, wait, notre future fonction, e.when is right, groupe. On refait comme tout à l'heure, on va recréer notre petit groupe. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? On met du coup forcément par exemple notre user email. Donc user email ici c'est juste user email. Et bien de la même manière que les autres, ça fonctionne de la même manière que les contraintes et les primitives, on a les mêmes méthodes, que les constraint set également. Ici on va retourner encore le content.create, this is tac. Et hop, je viens récupérer du coup à l'intérieur. Du coup maintenant vu que j'ai un bon résultat, je peux faire directement ça, je peux faire un send directement. Ici on a le user email, ici on a le content, et donc ici on va pouvoir envoyer notre email, qui est un user email, et notre content. Et donc ce qui est fantastique ici, qu'est-ce qui me... Ah oui, il est important en tant que type, voilà. Donc ce qui est fantastique ici, bon déjà ici on va voir tous les résultats possibles, il y a un constraint set error qui peut arriver à cause du content, il y a un create new type error qui peut arriver à cause de l'user email qui pourrait être incorrect, et il y a ici du coup un cas de réussite email send, et il y a un cas d'échec email left. Ici derrière je pourrais avoir encore une fois, vraiment c'est génial, un e.matchInformation, ici je mettrai mon result, et derrière en fait je serai obligé de matcher pour chaque information une fonction associée. Et du coup, d'ailleurs imaginons que je traite ça, j'ajoute ça, etc. Ici la valeur elle est donc no parce qu'en fait ici on n'a pas défini de valeur de retour, mais pour cette erreur là je pourrais renvoyer telle chose, par exemple, bon on s'en fout, c'est naze, mais on pourrait renvoyer un nul. Et du coup ça nous force derrière à traiter tous les cas. Email send, envoyer un nul encore, on a ensuite le new type error, et ensuite le constraint set error. Et donc, ce qui est cool là, c'est que, donc, si je reprends le result result match. Ici, bon là, on a que des nuls, mais si, par exemple, pour la chose positive, je pourrais renvoyer test, bref, ici, du coup, on se retrouverait avec un union de string ou de nul, mais en fait, ici, je peux retraiter, ici, je pourrais mettre, ok, bah, j'effectue cette réponse-là, ou je renvoie cette réponse-là, je fais cette chose-là, en fait, ici, on est obligé de matcher, et si derrière, en fait, j'ai un changement, je sais pas, j'ai une erreur supplémentaire qui dit juste, c'est pas un email send, mais je sais pas, ici on peut avoir un email email.1 valide, par exemple, et ben ici directement ça m'a indiqué, frérot, maintenant il faut traiter cet email invalide qui fait désormais partie de la réalité. Du coup ça permet d'être notifié instantanément, encore une fois, des impacts du code que je produis. Et donc ici, autre point intéressant, bon ça c'est un peu un point secondaire qui concerne surtout les hazers pour identifier correctement les résultats. Autre point secondaire très intéressant, en fait, ici, j'ai sur mon user email bind la contrainte email. Ici, je demande un email, je ne demande pas spécifiquement un user email, je demande un email. Et du coup, je peux associer, parce que j'ai la contrainte email présente ici, mon user email, en fait, à un email. Si ici, évidemment, je retire ma contrainte, il va me dire, frérot, tu m'as donné un new type, mais moi j'attendais un constrained type email. Et donc c'est là que la magie opère, où du coup, grâce aux primitives, grâce au constrained type et grâce au new type, on peut avoir un type complètement orienté métier et vraiment un nouveau type, donc là ici user email, et pouvoir attendre des types plus globaux ou génériques qui ne sont pas concernés par le métier. Ici encore une fois, je pourrais demander un content suivant, je sais pas, avec certains min-max, et mon username par exemple pourrait faire partie du content. C'est absurde dit comme ça, mais c'est possible. Et donc voilà, vous pouvez finement, vos fonctions peuvent finement demander quelque chose, les exiger, soit parfaitement en utilisant directement les new types, soit partiellement à travers juste une contrainte, mais vous avez réussi du coup de cette manière-là à typer l'intypable et à être sûr de ce que vous recevez. Et une dernière chose, effectivement, en fait, on peut, enfin une dernière chose, il y a plein de choses encore, on peut les manipuler, par exemple quand je fais, je sais pas, je vais manipuler ça, tac, je dégage mon résultat. Ici, bah en fait quand on fait un c.concat par exemple, donc pour concaténer deux strings, bah ici je vais prendre par exemple un user email, je vais faire un creators row, test, on s'en fiche, c'est un creators row, l'important c'est pas l'exécution mais c'est la phase de typage, commande V, ici du coup, email, ici je vais prendre un username, c'est absurde, encore une fois l'exemple est absurde mais c'est pour démontrer quelque chose, creators row, voilà, donc là, horse row, voilà, et bah ici j'obtiens pas de contraintes particulières, j'obtiens pas de contraintes, j'obtiens pas de new type non plus, parce qu'en fait, du fait que j'ai manipulé ces deux types, et ben derrière, je dois obtenir forcément une primitive. En fait, le primitive joue non seulement un rôle de structure pour accueillir le nom du new type, et également accueillir les contraintes, mais aussi un rôle finalement de parent, il englobe une primitive, ça englobe en fait les opérations, ça englobe les types plus précis que sont les contraintes et les new types. Et donc en résultat, forcément, quand je concate deux choses, bah il perd
tous ces attributs et redevient quelque chose de simple. Et après, de cette primitive, je peux essayer de la retransformer, parce que du coup, on a vu ça avec des valeurs normales, mais par exemple, je pourrais faire un const new email, par exemple, et je ferai un user email.create, et moi, je pourrais exploiter directement, en fait, le résultat de cette nouvelle primitive. Imaginons, j'obtiens un write, mais cette fois-ci avec un cPrimitive en intersection avec notre new type, et du coup, il est redevenu notre new type correct. Voilà, donc là, vous avez à peu près le rôle de chacun de ces éléments, donc j'espère que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas encore une fois à me le spécifier en commentaire. Donc pour clarifier, une primitive, c'est une structure, c'est un objet qui stocke une valeur qui est inaccessible. Une contrainte, c'est juste un marqueur stocké sur une primitive, donc c'est une propriété finalement de cet objet-là. Et un new type, c'est quelque chose qui vient nommer et être stocké également sur l'objet de la primitive, et qui peut être associé en plus à des contraintes. Et tout ça, évidemment, dans la structure de la primitive. Et donc le data parser, tout ça, il joue quel rôle? Et ben en fait, ici on peut voir qu'on a composé avec des checkers en dessous, avec ce qui fonctionne derrière, c'est un data parser. Ici, bon, on a déclaré directement le data parser. En fait, le data parser, il s'occupe de réellement vérifier au runtime. Et donc, toutes vos contraintes et vos schémas et vos new types que vous avez définis reposent à l'exécution sur les schémas qui structurent tout ce que vous faites finalement. Et c'est eux qui vont s'occuper de faire le job de vérification. Merci d'avoir visionné cette partie. Si vous voulez voir les parties suivantes ou la vidéo complète, n'hésitez pas à aller checker en description.